baptisé la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est en fait la somme qui sera investie dans les prochaines années pour recenser toutes les richesses minières de l'Afrique et offrir ainsi au marché les trésors de la terre africaine. Pour la Banque mondiale, la carte à 1 milliard, c'est une magnifique opportunité pour les Africains. Un reportage de nos correspondants à Washington. La carte des ressources minérales de l'Afrique date en grande partie de l'époque coloniale, incomplète et imprécise au regard des techniques actuelles. Le nouveau projet, lancé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Union africaine, pourrait d'ici 10 ans donner une idée globale précise des richesses du sous-sol du continent. L'homme à la tête de ce projet s'appelle Paolo Dessa. Selon lui, cette carte permettra aux pays africains de faire valoir leurs intérêts. Malheureusement, la plupart des gouvernements ne savent pas ce qu'il y a dans leur sous-sol. Nous pensons que s'il y avait une bonne connaissance du véritable potentiel en ressources minérales des pays africains, les gouvernements seraient en position de négocier de meilleurs contrats avec les compagnies d'extraction. Dès cette carte, il faudra doter un fonds de centaines de millions de dollars pour sonder, coordonner, vérifier. La Banque mondiale avait elle-même lancé le surnom de carte à 1 milliard de dollars. C'était une expression pour attirer l'attention. Il était facile de s'y référer. Mais le chiffre ne correspond à rien de concret. Certains pensent que c'est la valeur des ressources minérales que l'on pourra découvrir grâce à ce projet. Mais nous pensons que la valeur des ressources qui peuvent être révélées peut être bien plus élevée que ça, de l'ordre de milliers de milliards de dollars. D'autres estiment que c'est ce que coûterait la réalisation de cette carte. L'idée de base est que la géologie ne s'arrête pas aux frontières. Il faut donc une organisation au-dessus des États et des partenaires financiers pour porter ce projet. La prochaine étape attendue est l'aval formel de l'Union africaine. Une organisation au-dessus des États. Mais pourquoi ? Les Africains ne peuvent-ils pas gérer eux-mêmes leurs ressources naturelles ? L'Afrique est-elle prête à accueillir ce don de la terre ? Pour le spécialiste de l'OCDE que nous avons rencontré, la réponse n'est pas évidente. Dans les sous-sols de l'Afrique gisent d'immenses richesses. Les Africains ne le savent pas, ni personne d'ailleurs. Une initiative de la Banque mondiale vise à recenser toutes les ressources naturelles du continent. Le projet est baptisé la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est la somme qui sera investie d'ici à 5 ans pour mener à bien ce projet. Car l'Afrique est en retard. 5 dollars investis par kilomètre carré pour l'exploitation contre 65 au Canada, en Australie et en Amérique latine. Reste à savoir si c'est une chance ou une malédiction. Pour ce spécialiste de l'OCDE, c'est une chance. Il faut prendre ces richesses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de vraies richesses. Il ne faut pas en avoir peur. L'abondance de richesses ne nuit pas en tant que telle. C'est la vraie malédiction, c'est celle des mauvaises politiques publiques. Pour l'OCDE, l'information est une arme qui impose la transparence. Savoir, c'est éviter les petits arrangements entre les entreprises et les gouvernants. Mais savoir, c'est aussi courir un risque. La découverte de richesses peut nourrir des conflits. Je ne pense pas c'est elle qui les crée, mais elle peut servir de détonateur à un certain nombre de conflits qui peuvent être très meurtriers. L'Afrique est-elle prête à recevoir ce cadeau de la terre ? Sa gouvernance est-elle suffisamment solide pour résister à la pression et à la loi des multinationales ? Il faut bien comprendre que les ressources minières ou les ressources énergétiques en Afrique, elles ne sont pas exploitées par les États eux-mêmes ou très rarement, sauf en Afrique du Sud, par des entreprises africaines. Ils sont très dépendants des moyens technologiques et financiers de grandes entreprises européennes, américaines, chinoises, malaisiennes, que sais-je. Autrement dit, le citoyen africain est souvent exclu du partage des richesses. Les dirigeants politiques et les multinationales risquent donc d'être les grands gagnants de cette carte à 1 milliard. Bien, avec moi sur ce plateau, Grégoire Niodet, bonjour. Vous êtes chargé des questions financières au Secours catholique et Caritas France et vous êtes l'un des membres de la coalition internationale, de la campagne internationale qui est intitulée « Publiez ce que vous payez ». Donc, c'est quoi votre démarche dans cette campagne internationale « Publiez ce que vous payez » ? Je pense que le titre résume très bien ce que ça veut dire. C'est une campagne qui est née donc il y a une douzaine d'années
pour justement demander aux compagnies du secteur extractif, donc mines, gaz, pétrole, et de plus en plus forêt, ce qu'elles versent au gouvernement pour qu'ensuite on puisse demander des comptes sur l'utilisation de ces ressources. Est-ce que ça a servi le développement réellement ou des dépenses d'apparat ou autre. Donc c'est de la transparence. C'est un processus de transparence. Donc c'est vraiment la première étape indispensable avant d'aller plus loin pour savoir si on gère bien ces ressources. Alors vous l'avez dit, ça a commencé en 2002, je crois, cette campagne. Oui. Aujourd'hui arrive cette initiative de la Banque mondiale avec ce titre un petit peu stevensonien, hein, la carte à $1 milliard. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Afrique est prête? Je ne sais pas si on peut dire que l'Afrique est prête. Il y a plusieurs processus, notamment ces processus de transparence, qui peuvent permettre que ça arrive dans de bonnes conditions. Maintenant, je ne suis pas sûr que les gouvernements soient, d'une part, en capacité de bien négocier avec les compagnies pour derrière utiliser correctement ces ressources, pour faire respecter à la fois les droits, les problèmes d'environnement, les questions d'environnement, les conséquences que ça peut avoir auprès des populations environnantes des sites d'exploitation. Et puis ensuite, dans la gestion des ressources derrière, pour savoir si avec cet argent, ils vont plutôt acheter des hôtels particuliers ou de l'armement, ou financer des routes, la construction de centres de santé, former du personnel de santé, etc. Mais donc pour là, vous, c'est quand même bien de savoir ce qu'on a dans nos sous-sols. Ça peut être bien, mais si... Alors, c'est là où il faut peut-être faire la différence entre l'outil lui-même qui peut être utile et l'utilisation qui en est faite. Et est-ce qu'il y a les compétences ou la volonté politique, surtout dans des pays comme les pays d'Afrique, de gérer correctement ça et de gérer au bénéfice des populations? S'il n'y a pas vraiment ces conditions réunies, ça risque d'être un outil... Mais sincèrement, vous pensez qu'elles sont réunies, ces conditions, ou pas? On est en train, nous, on se mobilise pour qu'elles soient réunies. Mais maintenant, c'est pas évident, forcément, qu'elles le soient. Alors, 12 ans de campagne, quand même, hein, 2002 à peu près. Qu'est-ce qu'on en tire, là, comme premier bilan? Parce qu'il y a certes la problématique des États et des gouvernants africains qui doivent jouer le jeu, mais il y a aussi les multinationales qui doivent jouer ce jeu-là de la transparence. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque cette campagne a été lancée, il y a eu un succès mitigé, mais un grand succès quand même immédiat. Ça a été le lancement de l'initiative pour les transparences des industries extractives. Donc c'était à l'initiative des pays du G8, notamment de Tony Blair à l'époque. Et donc c'était l'idée de mettre ensemble autour d'une même table les compagnies, les gouvernements des pays de production et les organisations de société civile, les ONG, les syndicats, etc. Et donc d'avoir, pour discuter à la fois des standards de publication, comment on allait publier ce qui était versé par les compagnies d'un côté, et les gouvernements avaient aussi à publier ce qu'ils recevaient de la part des compagnies, et on comparait. Et on a eu parfois des surprises assez rigolotes où il y avait des écarts de 30%. C'est arrivé au Congo-Brazzaville, par exemple. Sur cette initiative était très intéressante parce que c'était très novateur et très nouveau de mettre ces acteurs ensemble autour d'une table et de façon assez publique. C'est la même chose, donc ça se faisait à la fois au niveau des pays de production, mais aussi au niveau international pour avoir des règles un peu uniformes. Mais cette initiative n'était que volontaire, c'est-à-dire que on n'y allait que ceux qui voulaient y aller. Donc pour les organisations de société civile, c'était pas suffisant. Pas trop de soucis. Les compagnies y sont allées quand même en disant un truc volontaire, on pourra quand même y aller tranquillement sans trop se mouiller. Et au niveau des gouvernements, là, ça a été plus compliqué. Et donc bon, ça a quand même porté ses fruits. Ça n'a pas été facile forcément pour notamment les militants de société civile dans les pays de production. Certains ont été en prison. Certains ont connu l'exil, des menaces, etc. Et alors, ça a avancé chez nous aussi. L'UE a diffusé des directives en 2013, donc là, qui vont être appliquées, c'est obligatoire, d'ici les 2 ans qui viennent. Voilà, et c'est là où on a reçu, là où il y a eu plus de réticence de la part des compagnies, c'est que il y a eu, quand ça devient obligatoire, là, ça coince un peu plus. Et donc, les compagnies ont notamment voulu que ce ne soit pas au niveau local, la publication, mais au niveau national et global. Donc chaque pays. Au niveau de chaque pays, oui. Mais nous, ça a été un de nos chevaux de bataille assez important, c'est de l'avoir aussi projet par projet pour que les collectivités, les communautés locales puissent aussi avoir cette information et
autour des sites de production, puissent aussi demander des comptes sur les ressources qui sont sorties de leur sous-sol. Donc je disais directive européenne de 2013, est-ce qu'elle a été appliquée dans le champ national, par exemple en France? En France, ça vient d'être voté, comme on dit, transposé, c'est-à-dire un droit européen qui est transposé en droit national. Il y a cette même, en fait, c'est parti aussi des États-Unis dans le cadre de la loi sur la régulation en 2010, mais ça a pris du retard depuis, et notamment parce que le lobby pétrolier américain a porté plainte contre cette réglementation. Et ça a été transposé au niveau britannique, au niveau français et au niveau allemand. Donc on est à peu près dans les clous. Et donc on aura les premiers chiffres à partir de 2016 sur l'année 2015. Ils seront publics? Ils seront sur les sites internet des compagnies et normalement on espère que ce sera dans des formats utilisables et qui pourront être facilement diffusés auprès des populations locales.